Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un live métier. Donc, je suis ici présente avec trois animateurs de My Future, Thomas et Olivier. Voilà, ils sont là. Il y a Honoré aussi qui se joint à nous, qui est un jeune qui a participé à tous les live métiers quasiment pendant le confinement, enfin le premier confinement qu'on a eu. Du coup, on lui a proposé de se joindre à nous pour ce live métier. Donc, c'est une première. Et aujourd'hui, on va présenter le métier de Paul Sawan avec Virginie, qui est aussi ici présente de l'entreprise Finastra en tant que chef de produit. Donc, voilà. Pour information, nous sommes une plateforme MyFuture qui s'appelle stagedécouverte.fr. On diffuse en fait différentes offres dans différentes régions il est possible pour vous du coup de trouver vos stages de troisième à cette initiative. Donc c'est destiné à tout, enfin, ça commence à partir de 14 ans jusqu'à 24 ans. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes à la recherche d'un stage. Et du coup, l'objectif d'aujourd'hui et de nos live métiers également, c'est de vous faire découvrir un métier d'un professionnel, aujourd'hui de Paul et de Virginie en tant que chef de produit, et le monde du travail un petit peu. Donc voilà, si tu peux commencer, Paul, à nous expliquer ton métier comme si tu t'adressais à ta grand-mère pour qu'on puisse un peu comprendre ce que tu fais. Avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Pas de problème? Et avant de commencer, juste Paul, excuse-moi, Oui. n'hésitez pas à interagir tous dans le chat si vous avez des questions. Thomas sera là pour les faire remonter. Honoré aussi posera également des questions que vous n'avez peut-être pas forcément osé poser ou voilà. N'hésitez vraiment pas à réagir dans le chat. Très bien. OK, je vais commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live métier qui parle aujourd'hui de l'édition des logiciels. Et donc, je vais me présenter. Je suis Paul Sawan, chef de produit ou alors dans le jargon du métier, on dit product manager chez Finastra à Paris. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait un product manager et c'est quoi ma journée type au travail, comment j'interagis avec mes collègues, mon parcours, mon rêve de jeune et de petit enfant, comme vous tous, j'imagine. Et donc, mon parcours et ce que je fais quasiment tous les jours. Et après, je prends aussi vos questions. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, de m'arrêter si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Je partage mon écran vite fait pour vous montrer un peu les slides. Donc, si je vais expliquer mon métier à ma grand-mère. Donc, déjà, on va me poser la question, où est-ce que je travaille, avec qui, et quels sont mes horaires et à quelle fréquence. Donc, déjà, je travaille dans un open space au Washington Plaza à Paris. Donc, c'est un grand immeuble, un bel immeuble d'ailleurs, partagé avec d'autres entreprises. Donc, on n'est pas la seule entreprise qui occupe ces locaux-là. On travaille avec d'autres entreprises. On occupe cet immeuble tous ensemble. Et ce qu'on appelle open space, en fait, open space, c'est en français, c'est un espace ouvert. Donc, c'est pas des bureaux, chacun de nous est enfermé dans une salle avec à la porte et avec un bureau. En fait, on est tous dans un grand espace ouvert, dégagé. Il y a 50 ou 60 personnes dans mon étage, par exemple, et on se voit tous tous les jours. Et ça rend un peu l'espace de travail un peu plus convivial. On se voit tous. C'est plus pratique pour aller demander à mon collègue si j'ai une question pour lui ou bien si lui a une question pour moi. Donc, ça rend l'interactivité un peu plus conviviale et plus fluide qu'être cloisonné, enfermé dans des petites salles. C'est ce qu'on appelle l'open space. Et donc, moi, je travaille dans mon open space, il y a à peu près 40 ou 50 personnes, mais je suis à côté de mes 5 collègues avec qui j'interagis, je travaille quasiment tous les jours. Donc, ça, c'est ma petite équipe. Le week-end, je ne travaille pas. Donc, je travaille du lundi à vendredi. Je commence le matin à 9h30 et parfois plus tôt, par exemple, si j'ai des réunions avec l'Asie. Parce que comme vous savez,
il y a des décalages horaires. Donc, quand il est tôt le matin à Paris, c'est peut-être midi ou bien l'après-midi à Tokyo, bien à Séoul, enfin dans l'Asie. Donc, dans ce cas-là, il faut peut-être un peu arriver un peu plus tôt au travail pour être avec les mêmes horaires que nos collègues des bureaux qui sont très, très loin. Et je finis ma journée vers 18h, 18h30 ou parfois un peu plus tard. Donc, Et, là, et Paul, en ce moment, est-ce que du coup, tu vas être amené à télétravailler ou tu c'est vas devoir te ça. rendre au bureau? Donc là, nous, en ce moment-là, on est en télétravail. On est en télétravail à 100% parce que la nature de notre métier, elle nous le permet. Donc, on a besoin d'être vraiment connecté, avoir une connexion Internet, nos casques pour les appels pour l'école. Et comme ça, on peut vraiment enfin, avancer comme si on était tous au bureau. Après, je vais arriver à cette question parce elle est un peu importante, ce côté humain et ce côté d'interaction. Ça, je vais en parler à la fin dans la slide des idées reçues. Mais oui, en ce moment-là, on est à 100% télétravail jusqu'à la fin de l'année. Et j'espère que bientôt, ça va un peu changer parce que c'est très agréable de se retrouver avec nos collègues avec qui on tisse des liens et qu'on peut partager des petits beaux moments de repas à la cantine ou bien alors des petites pauses ensemble ou bien même des petits verres après le travail. Donc, ça reste aussi agréable de se retrouver au moins une ou deux fois par semaine. Donc, je vais en arriver là enfin, à la fin de ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions, Thomas, dans le chat ou Honoré, est-ce que tu veux interagir? Pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas, hein, évidemment à les inscrire dans l'onglet conversation. Je ferai remonter toutes vos questions. Et moi, du coup, j'ai une petite question, Paul. Est-ce que Yes. tu peux expliquer en soi, quand vous travaillez en interaction dans l'open space, sur quel sujet vous avez besoin d'interagir au quotidien? C'est plutôt, par exemple, quand il y a des choses qui bloquent. Parce que si les sujets qui étaient déjà prévus sur lesquels on doit avancer, là, on prend une salle de réunion et pendant une heure, on échange, on dessine sur un tableau, on échange des idées. Mais comme on est en open space, parfois, il y a mon collègue qui est juste à côté, qui est bloqué sur un sujet. Il vient me poser une question et comme ça, je peux le débloquer. Pareil, parfois, moi, je suis bloqué. J'allais voir, par exemple, mon responsable pour lui demander une question et il me répond tout de suite. En fait, c'est ce genre d'interaction qui permettent d'avancer beaucoup plus vite au lieu de chaque fois prendre une salle de réunion et discuter pleinement. Ok, et du coup, une journée type pour toi, c'est travailler sur différents thèmes et quels sont les thèmes en fait finalement? Oui, donc c'est plusieurs termes. Donc là, je vais vous montrer en quoi ça ressemble une journée type. Donc, j'arrive à 9h30 le matin et tout de suite, la première chose que je fais, c'est je consulte mes mails et je réponds aux mails urgents. Donc, je réponds aux mails urgents parce que, comme vous savez, il y a des demandes qui ne peuvent pas très attendre, il y a des clients qui sont bloqués. Donc là, si je peux répondre et débloquer, je le fais. Ou alors, au moins, je rassure la personne qui m'a contacté en urgence pour lui dire, écoutez, je prends note et je reviens vers vous au plus vite. Donc, du coup, c'est la première chose que je fais dès le matin. À 10 heures, la première chose que je fais avec mon équipe, c'est ce qu'on appelle le stand-up meeting. Stand-up meeting, encore en anglais, ça veut dire stand-up, c'est debout et meeting, réunion. En fait, c'est une réunion où on est tous debout. Donc, on peut parfois prendre une salle de réunion pour ne pas déranger les autres collègues, parce que, comme je vous ai dit, c'est un open space. Ou alors, on se met dans un petit couloir et chacun, au bout de 15 minutes, chacun de l'équipe doit raconter ce qu'il a fait la veille et ce qu'il prévoit de faire aujourd'hui. Comme ça, s'il y a des points qui ont été bloqués, s'il y a des difficultés qui ont été confrontées, là, on peut parler vite fait et essayer de s'organiser pour les résoudre et avancer plus vite. Donc, Du coup, le but, Paul, c'est finalement d'aider les autres quand ils sont en difficulté. c'est ça. Donc, c'est que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Et s'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin parce qu'il confronte une certaine difficulté, parce que c'est plus fort que lui, ou bien c'est quelque chose où ça nécessite un plus grand effort, là, il raconte la difficulté qu'il a et les autres vont proposer de l'aide en fonction de leur emploi de temps, en fonction de leur disponibilité. Au final, nous sommes une équipe. Donc, il faut qu'on avance tous et qu'on s'entraide et qu'on s'épaule.
Donc, le but de cette réunion, pour commencer la journée, c'est vraiment de se raconter qu'est-ce qui s'est bien passé et comment on peut avancer pour effectivement signaler ces petites problématiques qui peuvent arriver chaque jour. Alors moi, j'ai une question à vous faire remonter, une question de la part de Aline. Merci beaucoup, Aline. Donc, dans cet open space, la question c'est, est-ce que vous avez tous une place attribuée ou est-ce que ça peut changer selon les jours? Non, en fait, chacun il a sa place attribuée. Donc, je sais très bien que moi, mon bureau, il est là. Et parfois, on peut laisser même, en fait, même si c'est un open space, mais le coin bureau où il y a mon ordinateur et mon écran, ça devient aussi un petit espace personnel où tu peux mettre une photo de ta famille, ou tu peux mettre une petite plante. Donc ça, on peut le personnaliser, le rendre très intime, mais ça reste quand même un open space où tout le monde peut, enfin, arriver, venir, te poser une question et partir. Mais non, enfin, dans notre société, chez Finastra, chacun connaît sa place et il sait sa place. Il y a d'autres entreprises en mode open space où vraiment c'est un peu en mode emplacement libre. Donc là où on arrive, on s'installe, mais ce n'est pas le cas dans notre société. Et est-ce que tu as des points positifs ou négatifs à nous partager au niveau de l'open space? Tu es plutôt favorable, toi, à ce type de fonctionnement? Moi, personnellement, je suis très favorable à ce type de fonctionnement parce qu'un point positif, c'est qu'on est tous l'un à côté de l'autre et c'est très pratique si on est bloqué, si on a des questions, d'aller juste bouger de 2 mètres ou bien 1 mètre, de s'asseoir à côté de notre collègue. On regarde le même écran, j'essaye de l'aider, de le débloquer. Donc ça facilite l'interactivité et on interagit beaucoup plus vite comme ça. La seule chose que j'ai trouvé, moi, parfois, un seul point négatif que j'ai trouvé dans l'open space, c'est parfois il y a des gens qui prennent des appels pour le boulot et du coup, sans se rendre compte, ils commencent à ils parlent un peu plus haut. Donc là, ça peut un peu déranger les voisins. Dans ce cas-là, parfois, la personne, elle se rend toute seule qu'elle est en train de faire un peu de bruit et de gêner les autres. Dans ce cas-là, elle se met dans une salle de réunion. Parce que comme je l'ai dit, c'est comme c'est un open space, nos téléphones sont tous à côté de nous. Donc, quand un client nous appelle ou bien un autre collègue nous appelle, parfois en discutant, en échangeant, on parle un peu très fort et ça peut gêner, déranger les autres qui ont vraiment besoin de se concentrer et ils ont besoin de calme pour pouvoir faire leur tâche. Donc ça pourrait être un peu gênant, mais à part ça, pas forcément. Moi, j'ai pas vécu d'autres points négatifs. Ok. Et ben, merci de m'avoir répondu. Et une autre question, les clients de Finastra, c'est des clients français ou tu travailles avec l'international? Les clients de Finastra sont internationaux. Donc, on a en fait, à la base, là, dans notre, ce qu'on appelle business line ou bien dans notre ligne métier, nos clients sont surtout les grandes banques. Et donc, il y a des grandes banques françaises et il y a des banques aussi internationales. Il y a et la présence de nos clients sont globales dans tout le globe terrestre. J'étais amené l'été dernier, par exemple, à me déplacer à Séoul pour voir une banque pour discuter avec elle de mon produit et dans un contexte d'une offre plus globale. Il y avait mon produit qui était en question et j'étais amené à me déplacer à Séoul. Donc, il faut voyager un peu loin, parler en anglais et discuter avec les partenaires sur place. Du coup, si je comprends bien, les clients avec qui tu travailles sont notamment des banques et Oui. l'anglais est nécessaire. Il faut avoir un certain niveau ou un anglais assez facile à se faire comprendre. Ça peut aussi marcher. En fait, et ça dépend du métier. Si la personne, si le rôle, on est amené à voyager, échanger beaucoup avec des clients, là, il suffit pas juste d'avoir un niveau d'anglais basique. Là, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de discussions, et il faut vraiment comprendre ce que le client raconte. Donc là, il faut être vraiment très, très, très bon en anglais. Pour certains métiers où la personne n'est pas censée beaucoup interagir comme les développeurs, par exemple, ne sont pas censés beaucoup interagir avec les clients ou voyager ou bien partir à l'étranger. Mais par contre, ils sont censés comprendre un peu l'anglais. Dans ce cas-là, le niveau d'anglais, il n'est pas censé être un anglais de très haut niveau. Les commerciaux, par exemple, ou tout ce qui signe les contrats, là, ils doivent avoir un super bon niveau anglais parce que chaque mot
dans la législation, dans les contrats, chaque mot il pèse et a une certaine signification. Donc là, l'anglais doit être parfaitement impeccable. Ok. Et du coup, quand tu vas à l'étranger, ça peut être pour quel sujet, enfin, quel type de demande ou de besoin peuvent avoir tes clients? Ça peut être pour présenter mon produit. Donc, le client, il veut une vraie présentation, une démonstration de ce que mon produit fait pour le convaincre pour qu'il l'achète. Donc, ça peut être une raison. Une deuxième raison, c'est pour discuter d'un certain projet. Et là où il faut vraiment se rendre face à face et discuter avec le client parce que c'est plus pratique. C'est parfois des discussions qui sont un peu délicates par téléphone, ça coupe, par Internet, la connexion elle n'est pas top, ça n'avance pas vraiment, ça crée aussi une certaine frustration. Donc là, il vaut mieux rencontrer le client, discuter en face à face et se mettre d'accord sur un plan d'action pour les semaines ou bien les mois qui viennent. Il y a aussi, pas dans mon métier, mais je parle pour d'autres collègues, les négociations contractuelles, là où il faut vraiment être aussi amené à rencontrer les personnes et commencer à discuter du contrat, négocier le contrat pour le signer à la fin. Parfois aussi, dans mon domaine et dans mon métier, on est obligé de se déplacer sur place, mais ce n'est pas très fréquent. C'est quand il y a vraiment une vraie crise avec le client et ça nécessite une intervention sur place parce qu'avec les moyens qu'on a à distance, hors Covid ou bien avec Covid, quelle que soit la situation, même hors Covid, il y a un an, il y a 2 ans, il y a eu une crise avec un client. Avec tout ce qu'on peut faire à distance, c'était pas très, on n'avançait pas très vite. Donc là, il fallait que quelqu'un se rende sur place pour débloquer la situation et avancer très vite. Et en plus, ça rassure le client. Ça rassure que de notre côté, on est sérieux, on veut l'accompagner, on veut l'aider, on veut le débloquer au plus vite. Ok, ben merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions, Thomas, par hasard? Ou Honoré? Oui, donc si je comprends bien, tu te déplaces beaucoup à l'étranger. Et à l'étranger, tu vends quoi comme produit, par exemple? En fait, moi, j'ai un seul, je vais vous montrer ça. Je suis responsable d'un seul produit qui fait de l'agrégation et des calculs des données en temps réel. Donc, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Mais souvent, on va en forme d'équipe parce que moi, je suis responsable d'un produit. Mon autre collègue, il est responsable d'un autre produit. Et souvent, on va chez le client pour lui montrer un ensemble de produits, pas seulement un sujet spécifique. Comme ça, on passe 2, 3 jours sur place pour aborder les différents sujets et lui montrer les différents produits. Donc, je vais vous parler dans peut-être 2 ou 3 slides. Je vais vous parler de ce que je fais et comment je fais et qu'est-ce que le client regarde vraiment quand je suis en face de lui. Merci Paul. Alors j'ai des questions qui arrivent dans la conversation. Il y en a une qui est de Aline encore et qui est plus particulièrement sur les stages et les stagiaires chez Finastra. Alors toi en tant que product manager, je ne sais pas si tu as déjà eu à accueillir un stagiaire, mais la question c'est bon, tu as déjà accueilli un stagiaire peut-être? On peut commencer par là. Oui, j'ai accueilli des stagiaires. Moi, ça fait 1 an que je suis chez Finastra. J'ai accueilli des stagiaires dans mon ancienne boîte, mais pas chez Finastra, mais j'en ai déjà fait, oui. D'accord. Et la question, c'est de savoir un petit peu comment est-ce que tu t'organises pour que le stagiaire découvre vraiment ton métier et puis toute l'entreprise autour. Alors, c'est une question peut-être un petit peu large, mais quelles sont pour toi les méthodes pour inclure le stagiaire dans ton travail? Oui, donc évidemment, bah, c'est une bonne question. La première chose qu'on fait normalement quand on accueille un stagiaire, c'est de le recevoir et de le présenter à l'équipe et lui montrer un peu les locaux, à quoi ça ressemble son futur euh, espace où il va passer la moitié de sa journée ou peut-être un peu moins. Faire le tour de table, donc lui présenter ses collègues, ses futurs collègues. Et après, moi, en tant que responsable d'un stagiaire, donc je lui présente un peu la société, ce qu'elle fait, quel type d'activité on exerce et dans quel département et dans quel type de produit il va être amené à travailler et interagir avec ses collègues. Donc, je lui fais cette présentation, cette démarche. Et après, normalement, pour un stagiaire, il y a un sujet très défini, bien précis, sur lequel il devrait avancer. Et peut-être il y a un compte-rendu à rendre à son école ou bien à son université. Donc là, ce sujet-là, je lui explique
qu'est-ce qu'il est attendu de lui, qu'est-ce qui est prévu de faire. Et après, on se met un petit agenda dans le calendrier pour faire des points de l'avancement, comment ça avance et voir si ça avance assez vite, moins vite, s'il a besoin d'aide. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on accueille les stagiaires. Ok, super. Donc, il y a vraiment un accompagnement individuel. C'est top. Oui. Ce sont des Ouais. belles méthodes. J'ai une question de Muriel également qui voudrait savoir combien de temps tu mets pour réaliser un projet. Sachant qu'il faut peut-être définir un petit peu ce que va être un projet, toi, dans Oui. ton métier, dans ton quotidien. Voilà, je Oui. te laisse répondre. En fait, le projet, enfin, ce que vous entendez par projet, moi, je l'entends, c'est la livraison de mon produit. Et moi, mon produit, c'est pas un produit qui dit, bah, on va le livrer dans 2 ans. C'est un peu comme, on va dire, un peu comme, par exemple, iPhone. Je pense que vous avez tous des smartphones. On va prendre l'exemple de l'iPhone. Tous les 4 ou 5 mois, peut-être tous les 6 mois, il y a une nouvelle version qui sort de l'iPhone ou bien un nouveau modèle qui sort en septembre de chaque année. Donc, moi, je me fixe des dates. Tous les 3 mois, je dois livrer un certain ensemble de fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités qui sont demandées soit par les clients, soit par les réglementations. Je dois les livrer tous les 3 mois. Et en fait, pourquoi 3 mois? Parce que ce n'est pas ma décision à moi tout seul, c'est le cycle de livraison de tout le logiciel qui est vendu par Finastra. Donc moi, je me colle et je m'aligne à cette vitesse-là et à ce rythme-là. Et on essaye tous les 3 mois avec les autres chefs de produits de livrer des choses et des nouvelles versions de nos produits à cette vitesse-là, tous les 3 mois. Merci Paul, je crois que ça répond à la question. Muriel, tu pourras nous confirmer ça. Et alors, de nouveau Aline, merci Aline pour toutes ces questions sur encore une fois l'accueil de stagiaires. La question c'est de savoir à quel point, enfin si ça te retarde toi dans tes projets personnels. J'imagine que ça te prend un petit peu de temps en plus pour manager un stagiaire, mais est-ce que c'est problématique pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte aussi professionnellement? Oui, en fait, ça retarde, il ne faut pas le voir comme ça parce que ça fait partie du travail. Accompagner un stagiaire, c'est comme aussi accompagner un salarié qui est nouveau, qui vient d'arriver dans la boîte et qu'il faut le former. Donc, il va avoir, et surtout si c'est sa première expérience professionnelle, il ne sait pas encore comment ça se passe dans le monde du travail. Cette nouvelle personne va toujours venir poser des questions, il faut l'accompagner et on est tous passés par là, donc il n'y a aucune honte. Donc, déjà, c'est pas forcément, c'est c'est très normal de poser des questions et ça, donc c'est un plaisir, c'est mon métier aussi d'accompagner les gens parce qu'un jour, moi je vais partir et cette personne peut-être va prendre ma place. Donc ça fait partie de la continuité du travail et je le vois pas, moi je le définis pas moi personnellement comme un retard, c'est plutôt de la collaboration, c'est de l'investissement. Et c'est pour qu'on évolue plus ou moins vite. Après, oui, ça prend du temps, mais ça fait partie de ce que je suis censé faire dans mon métier. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a Alors, d'autres questions, Thomas? Pardon? On a d'autres questions? Pas pour le moment, je vous laisse reprendre la Et présentation. du coup, en parlant de stage, on va revenir un petit peu dans le passé, Paul, si tu veux bien, juste pour mieux qu'on puisse te connaître. Quel était ton rêve d'enfant auparavant? Est-ce que ça colle aussi aujourd'hui avec ton métier, ce que tu es devenu ou pas du tout? Oui, donc je vais vous parler de mon rêve d'enfant. Ce serait aussi sympa si je vous montre ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, comme vous l'avez tout de suite compris, mon rêve d'enfant, c'était être un pilote de ligne, piloter des avions. Et en fait, ça, pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'avais 16-17 ans, donc je commençais à avoir des connaissances
plus ou moins avancé dans la physique et les mathématiques. Donc, par curiosité, je lisais les livres dans la librairie de mon père qui parlaient de la physique, de l'aérodynamique et la mécanique et comment les objets lourds, les avions, comment ils peuvent voler. Donc, ça a développé cette passion chez moi et ça a suscité en fait le rêve et la passion de devenir un jour un pilote de ligne. Malheureusement, j'ai pas pu faire ce métier parce que moi, je viens d'une famille plus ou moins modeste. On était 4 dans la famille. Donc, mes parents ne pouvaient pas assumer. En plus, moi, je viens du Liban, donc j'ai fait mes études au Liban. Donc, mes parents ne pouvaient pas assumer les frais d'une formation de pilote de l'air aux États-Unis ou bien en France ou au Royaume-Uni, par exemple. On n'avait pas ce genre de formation dans mon pays. Donc, c'était impossible techniquement de faire ça. Mais ça m'a pas. C'est ce que je voulais raconter, ce que je voulais vous raconter, c'est que ça ne m'a pas du tout empêché ou m'a poussé à oublier ce rêve ou bien le laisser tomber. Pas du tout. J'ai gardé cette passion, j'ai gardé ce rêve et j'ai continué à m'intéresser à ce sujet-là. Et jusqu'à depuis pas très longtemps où je me suis senti prêt à me lancer dans ce domaine-là. Maintenant, il y a eu le Covid, donc ça m'a encore ralenti, mais j'ai toujours cette passion et je vais commencer à apprendre des cours avec des vrais pilotes. Ça commence par un simulateur, après on va prendre l'avion avec des vrais pilotes pour avoir un petit permis ou bien une licence qui va permettre de prendre l'avion. Donc moi, quelles que soient les difficultés que vous allez confronter, que ce soit financière ou Covid ou bien je ne sais pas quoi, ne laissez pas tomber vos rêves, croyez-y et vous allez arriver au bon moment. Moi, j'ai fait ça. Ça a pris, donc j'avais 17 ans, mais maintenant j'ai 35 ans. Donc 17-18 ans plus tard, je garde ce rêve et je vais le faire. Et je suis sûr et certain que je vais y arriver. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de devenir un ingénieur en télécom et informatique parce que pendant cette période-là, dans mon pays et même partout un peu dans le monde de la télécom et l'informatique commence à exploser. Donc, on commence à entendre parler de la 2G, de la 3G. 2-3 ans plus tard, il y a eu Facebook, il y a eu les réseaux. Donc, on commence à un peu être beaucoup plus connecté. Et donc, j'avais pris le bon chemin pragmatique pour trouver un travail rapide. Et donc, je vais vous montrer donc, mon parcours. J'ai juste un problème avec les slides. Voilà. Parfait. Il y avait Muriel qui posait justement la question de savoir ce que tu avais fait comme étude. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? À l'âge de 18 ans, donc c'est en 2003, j'ai eu mon bac spécialité sciences générales. Au Liban, on appelle cette spécialité de bac, c'est très orienté maths et physique. Donc, ceux qui souhaitent suivre une formation d'ingénieur, normalement, ils doivent passer par ce chemin-là, par prendre ce bac, obtenir ce bac-là. Donc, j'ai eu mon bac à l'âge de 18 ans et j'ai commencé ma formation d'ingénieur qui, normalement, devait durer 5 ans. Quatrième année, donc j'avais 22 ans. Quatrième année, j'ai fait mon premier stage en entreprise. C'était à l'étranger, c'était dans un pays du Golfe qui s'appelle Koweït. Et là, j'étais amené avec mon responsable de stage de surveiller le réseau. Comme je travaille dans la télécom, donc il faut que tous les sites de l'entreprise, parce qu'elle est partout dans le pays, doivent être tous connectés et surveiller que le réseau fonctionne bien, qu'il n'y a pas de panne et qu'on arrive à se connecter dans des délais très, très, très acceptables. Donc ça, c'était mon stage en 2007. En 2008, je suis venu à Paris pour faire mon stage de fin d'études parce que dans la dernière année donc du cycle ingénieur, donc le dernier semestre de la 5e année, on fait un stage de fin d'études et j'étais à Supélec pour travailler sur un sujet. C'était aussi le traitement du signal et surtout des photos et des images de très haute qualité sur des réseaux qui sont faibles, qui ne sont pas rapides. Donc, dans ce cas-là, il fallait trouver des solutions pour qu'on puisse quand même communiquer et transmettre et recevoir des vidéos et des images, surtout des images,
sur un réseau qui est faible, tout en gardant une très bonne qualité du contenu. Donc ça, c'était mon stage de fin d'études, ce qui m'a permis d'obtenir quelques mois plus tard, donc c'était en l'été 2008, ça m'a permis d'obtenir mon diplôme d'ingénieur en télécommunications et informatique. Donc j'avais 23 ans et j'ai commencé mon premier travail dans une société à Paris en tant que consultant. Et c'était ce domaine-là, donc c'était une ancienne boîte qui fait la même chose que Finastra. Et 11 ans plus tard, j'ai décidé de rejoindre Finastra en tant que chef de produit. Ok. Et juste, petite question, il me semble de Muriel qui demandait, ou de Aline, qui demandait quel stage de troisième tu avais pu faire. C'était un stage d'informatique. J'étais dans une petite entreprise et c'est là où j'ai commencé à un peu découvrir le monde de l'informatique, la programmation, les systèmes d'exploitation. Et à l'époque, il y avait Windows 95, enfin, les vieilles versions de Windows. Ok, bon, en fait, au final, du coup, ton stage de troisième, pour toi, t'a permis de suivre un petit peu la voie que tu as aujourd'hui. C'est ça, oui. C'est là où j'ai vraiment découvert que je peux aimer ce domaine-là, je peux aimer ce métier-là. Et il y a beaucoup de choses à apprendre dedans, surtout comment les machines, elles peuvent communiquer, elles peuvent parler toutes seules. La programmation, on donne des instructions à une machine et elle peut exécuter à une vitesse phénoménale des instructions. Donc ça m'a un peu intrigué, ça m'a permis de creuser cette piste. Merci, Paul. Il me semble qu'il y a des réactions du côté du chat, Thomas. Oui, absolument. Eh ben, on a une question d'Alicia qui demande pourquoi tu as décidé de réaliser ton stage à Paris et puis d'y travailler plutôt que dans un autre pays. En fait, parce que le sujet m'intéressait beaucoup et j'avais la possibilité de choisir les stages. Et mon école d'ingénieur au Liban avait une convention de stage et d'échange avec Supélec. Et tout simplement, le sujet m'a beaucoup intéressé. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai postulé. J'ai passé des entretiens. Ils ont accepté. J'ai fait un CV aussi. Ils ont accepté ma candidature et ça a été validé. Et il n'y avait pas la possibilité aussi, pour répondre à toute la question, il n'y avait pas la possibilité d'autres pays, en fait. C'était soit des sujets dans ma fac au Liban, ou bien d'autres sujets. En France, il y avait Supélec à Paris, il y avait peut-être UTC à Compiègne, et à Grenoble aussi, peut-être il y avait encore des sujets là-bas, dans des écoles d'ingénieurs là-bas. Et moi, le sujet qui m'intéressait le plus, c'était celui que j'ai choisi à Supélec à Paris. Ok. Et s'il y a d'autres questions, on n'hésitera pas d'y répondre. On a 20 minutes avec Paul et Virginie chacun pour poser toutes les questions nécessaires. Paul, est-ce que tu peux nous montrer du coup ton métier en image, Yes. du coup au final à la suite de ton parcours, ce que tu as pu faire du coup maintenant, aujourd'hui? Oui. Juste avant, voilà, c'était deux photos. Moi, avec mon pote, on était stagiaire à Koweït. Donc là, vous voyez, il est très drôle, mon pote, parce qu'il me fait des choses. Ça, c'était pour le stage de la 4e année. Et ça, c'est ma photo pendant la remise des diplômes. Donc, pour répondre à ta question, Mégane, en fait, ce que je fais, une première chose, déjà, mes clients, donc les utilisateurs chez la banque qui se connectent à notre système et à notre logiciel tous les jours, normalement, par exemple, il y en a qui voient un écran comme ça. Et cet écran, il leur raconte beaucoup de choses. Parfois, il leur raconte le cours de certaines devises, euro-dollar. Il y a des courbes sur la volatilité de certains instruments du marché. Il y a beaucoup d'indicateurs, comme vous voyez dans ces écrans-là, qui sont représentés sous différentes formes. Soit une toile comme ça en 3D, soit des graphiques, des beaux graphiques, soit des tableaux avec de l'agrégation qui se fait au-dessus et une certaine forme d'organisation. Et tout ça change et se rafraîchit en temps réel si les données sous-jacentes changent.
Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, en fait, c'est pas moi, c'est le produit avec toute mon équipe. Ce qu'on fait, on conçoit un programme qui permet de rendre ces données disponibles sous cette forme-là à l'écran. Donc, notre logiciel, il va lire des données et des chiffres et beaucoup de paramètres, il va les lire de la base de données. Il va faire des calculs très puissants, très rapides. Et là, on parle de la quantité de données, c'est des millions et des milliards de lignes. Ce n'est pas juste une centaine ou une dizaine de lignes. Donc, on prend vraiment beaucoup, beaucoup de données. On les agrège, on les calcule, on les transforme, on fait des études là-dessus. Et après, on rend les données disponibles sous ce format-là. Et c'est ce que le client final le regarde. En fait, vous voyez, ça, on peut comparer à un iceberg. Lui, il voit ça, l'utilisateur, le client, il voit juste un bel écran devant lui, mais derrière, il y a beaucoup de machines, beaucoup de choses qui tournent et qui permettent d'avoir ce résultat. Donc au final, si tu me permets de reformuler et de voir si moi aussi j'ai bien compris, donc c'est un tableau Excel, on a des chiffres, donc une valeur monétaire. Ça, tu le transformes en courbe, finalement, en schéma, pour le transmettre au client et qu'il puisse suivre la ligne en fait, l'évolution de ce qui a été demandé par le client. À peu près ça, oui. Ok. Ok. Donc ça, le logiciel, quand tu l'envoies à un client, il reçoit en fait la courbe ou il reçoit sous un autre format? Il reçoit Non, le en logiciel? fait, le client, il se connecte à ce logiciel et il décide d'ouvrir une page. Et c'est comme une page d'Internet. Et sur cette page, il va regarder ses indicateurs. Il va avoir ses données devant lui en temps réel. Et donc, lui, il arrive à avoir ces données-là en temps réel. Et dès qu'une chose ou bien un paramètre change dans ces données-là, ça se reflète rapidement et instantanément dans son écran parce que le produit sur lequel je travaille avec mon équipe, il permet de réagir vite quand le marché change ou bien les paramètres de marché changent et il fait les calculs tout de suite à la volée et les raffiche à l'écran. Et les données, on parle de données, on parle de quel type de données pour un client? En fait, c'est des données, on a deux types de données. Les données statiques, donc c'est les données qui sont stockées dans la base. C'est souvent quand ce qu'on appelle le trader, c'est quelqu'un qui achète quelque chose. Et donc, du coup, cette chose-là, elle a un prix, elle a une date d'achat, une date d'expiration, le type de contrat. Parfois, les contrats, ils ont une certaine paiement sur certains échelons. Donc, toutes ces informations-là sont stockées dans la base de données, ce qu'on appelle les données statiques. Et aussi, il y a des données dynamiques qui changent en temps réel. Aujourd'hui, le taux euro-dollar, il est de 1,12. 2 secondes plus tard, il va passer à 1,13. Peut-être dans 2 mois, il va passer à 1,3. Donc, les données dynamiques… Donc, le taux de l'argent… Le taux de l'argent se modifie si tu Bien sûr. Les données que tu étudies se modifient et ça peut être un type de données quand tu dis quelque chose qu'il achète, c'est un produit physique qu'on peut toucher ou c'est un logiciel? Non, c'est pas un logiciel et c'est pas non plus un truc qu'on peut toucher. C'est pas comme un ordinateur que je viens d'acheter, que je commandais sur Internet, je me suis fait livrer, il est chez moi là. Non, c'est comme votre compte en banque. C'est de l'argent qui est sur le compte en banque. On le voit pas matériellement, mais on le voit à l'écran. Et pareil pour les actions, pareil pour les obligations. Quand un trader achète 10 actions de Apple, donc ça veut dire qu'il a des parts de la société d'Apple, mais on ne les voit pas matériellement. C'est des parts, c'est noté dans leur livret que voilà, parmi les personnes qui détiennent d'actions Apple, il y a la personne X qui en a acheté 10 il y a 2 jours à un prix de $120 l'action, par exemple. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a des questions, Thomas, à ce niveau-là? Non, mais j'avais une remarque de Muriel qui était tout à fait pertinente, qui disait que ça ressemblait un petit peu à la bourse et au métier de trader.
Donc, si j'ai bien moi aussi compris tout ce que tu viens de nous expliquer, en fait, ton produit, donc ce logiciel, permet de simplifier toutes ces informations qui sont stockées et de les rendre simples en un coup d'œil Exactement. pour tes clients. Exactement, parce que c'est beaucoup plus euh, compréhensible et on peut comprendre qu'est-ce qui se passe quand on voit un graphique. On peut savoir en lisant un graphique que la courbe elle est en train de monter, elle est en train de descendre, elle a eu un pic. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a bien marché, après elle commence à décroître. Donc, on peut comprendre la dynamique de ce qui se passe. C'est beaucoup mieux lisible qu'un fichier Excel avec des lignes et des colonnes et des chiffres à droite, à gauche, sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, quand je regarde, quand je me connecte le matin et je vois que cette courbe, elle est en train de… Supposons que cette courbe, elle reflète le prix du pétrole. Quand je vois cette courbe, elle est en train de monter, je dis, le baril de pétrole, il devient un peu trop cher, peut-être il faut que j'achète maintenant. Donc, c'est grâce à une courbe comme ça que j'ai compris qu'il faut que je prenne une certaine décision. Si je regarde, si le vendeur il m'envoie un fichier, ou bien si moi, le logiciel, je lui affiche un tableau Excel avec juste des lignes et des colonnes, je ne comprendrai jamais, moi, en tant que trader, est-ce que le prix est en train de monter, est en train de descendre? Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Est-ce qu'il faut attendre un peu? Donc là, c'est plus graphique, c'est plus représentable. Et donc ça permet aux traders et à ces gens-là de prendre des décisions, les bonnes décisions. Super, eh ben, écoute, je crois que c'est assez clair, en tout cas c'est beaucoup plus clair. Il y a Muriel qui nous résume aussi, enfin qui pose la question, qui nous dit est-ce que c'est le fait d'acheter des actions, attendre qu'elles prennent de la valeur et les revendre pour en tirer un bénéfice? Exactement. C'est ça, en effet, et toi, ça permet de simplifier toutes ces informations. Voilà un petit peu si on a bien compris. Oui. Alors, il est 15h42. Ce que je vous propose maintenant, c'est de diviser tous nos participants en deux groupes. Il va y avoir un groupe avec Paul et on va pouvoir continuer à poser des questions, et un autre groupe avec Virginie. Donc, on va inaugurer ce nouveau format de live métier. Ça va nous prendre une petite seconde de créer des séances. Et voilà, c'est parti. On se retrouve dans les salons de discussion. À tout de suite.